Alors dans cette troisième vidéo, on va s'intéresser à la cinétique microscopique. Donc cette fois-ci, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au niveau moléculaire. On va donc en fait donner une succession d'actes élémentaires qui vont être vraiment des équations bilan qui décrivent ce qui se passe au niveau des réactifs et des produits, au niveau des interactions entre eux. C'est exactement ce que l'on donne en fait en chimie organique lorsque l'on fait un mécanisme réactionnel. Sauf que là, ce n'est pas le déplacement électronique qui nous intéresse, mais de retrouver la loi de vitesse. Alors un petit peu de vocabulaire pour commencer. Donc dans la cinétique microscopique, on va parler de molécularité lorsqu'on voudra évoquer le nombre d'entités qui participent en tant que réactifs à une réaction microscopique. Un acte élémentaire, c'est donc la réaction chimique dont l'équation bilan traduit la réalité microscopique, donc ce qui se passe au niveau moléculaire. Et un acte élémentaire a une molécularité qui ne dépassera pas 3, ce qui est un bon moyen de vérifier que la réaction qu'on étudie est un acte élémentaire. Et cet acte élémentaire vérifie aussi la loi de Van 't Hoff qu'on va donner juste après. Les coefficients stoichiométriques doivent être entiers puisque ça décrit ce qui se passe au niveau microscopique. La loi de Van 't Hoff, donc les actes élémentaires admettent un ordre et chaque ordre partiel est égal au coefficient stoichiométrique de l'espèce concernée. On va donner un exemple ensuite. L'ordre global sera donc égal à la molécularité. Enfin, l'intermédiaire réactionnel, c'est une entité qui apparaît au cours de la succession des actes élémentaires, qui aura disparu lorsque la réaction est terminée, et qui n'apparaît donc que dans le mécanisme réactionnel, dans la succession des actes élémentaires, mais pas dans l'équation bilan macroscopique. Alors, ce que j'appelle l'équation bilan macroscopique, c'est donc l'équation bilan de la réaction. Donc, par exemple, ici, pour cette substitution nucléophile, RCl plus HO- donne ROH plus Cl-. Et les actes élémentaires sont les différentes réactions microscopiques qui vont décrire ce qui se passe et qui, données ensemble, donnent ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel. Donc ici, on a un premier équilibre entre donc, le dérivé halogéné, le carbocation et l'ion chlorure. Et ensuite, l'étape de substitution nucléophile, c'est-à-dire lorsque le carbocation est attaqué par l'ion hydroxyde pour donner l'alcool. C'est vraiment quelque chose qu'on connaît de la chimie organique finalement, mais là notre point de vue, c'est d'étudier la cinétique. Alors, un petit exercice pour appliquer les définitions. Essayez de trouver dans ce mécanisme réactionnel quels sont les intermédiaires réactionnels, de donner la molécularité de chaque acte élémentaire et d'exprimer la vitesse de chaque acte élémentaire en fonction des constantes cinétiques, sachant que, puisque ce sont des actes élémentaires, ils respectent la loi de Van 't Hoff. Alors donc, le carbocation R+, n'apparaît pas dans l'équation bilan macroscopique, mais apparaît dans le mécanisme réactionnel. C'est la seule espèce qui est présente dans ce mécanisme, mais qui ne soit pas présente dans le bilan. C'est donc le seul intermédiaire réactionnel. Les autres espèces sont des réactifs ou des produits. La molécularité, donc c'est le nombre de réactifs. Donc ici, attention, il y a 3 actes élémentaires. Celui qu'on appelle 1 dans le sens direct, le moins 1 dans le sens indirect, et là le 2 dans le sens direct, le moins 2 n'étant pas possible. On a ici une molécularité donc de 1 pour l'acte élémentaire 1, puisqu'il n'y a qu'un seul réactif. Pour le moins 1, une molécularité de 2, et pour le 2, une molécularité de 2. C'est tout simplement le nombre de réactifs. Enfin, les 3 lois de vitesse. Donc, puisque chaque acte élémentaire admet un ordre et que les ordres partiels sont égaux au coefficient stoichiométrique, il est très facile de donner ce loi de vitesse. Donc, pour la vitesse de l'acte élémentaire numéro 1, on exprime la constante cinétique, donc que j'ai appelée ici K1, fois la concentration de l'unique réactif puissance 1, qui est son coefficient stoichiométrique. Pour la vitesse moins 1, on aura la concentration des deux réactifs R+, et Cl-, puissance leur coefficient stoichiométrique, et ainsi de suite, même chose pour la vitesse 2. Alors, grâce à ces vitesses ensuite des actes élémentaires, on va pouvoir faire le lien avec la vitesse macroscopique, c'est-à-dire la vitesse de toute la réaction. Donc nous, le but, c'est de relier la vitesse de réaction globale, c'est-à-dire la vitesse macroscopique, aux vitesses des actes élémentaires. Et pour ça, on va utiliser la relation qui est encadrée ici. On dit que la dérivée de la concentration d'une espèce BI par rapport au temps, c'est-à-dire en fait la vitesse d'apparition d'une espèce BI, c'est égal à la somme des coefficients stoichiométriques algébriques des actes élémentaires I où apparaît l'espèce BI fois la vitesse de l'acte élémentaire en question. Alors, on va pouvoir appliquer pour se rendre compte un petit peu de comment utiliser cette relation. On reprend le même mécanisme réactionnel que tout à l'heure et on essaye de faire 2 choses. Première chose, d'exprimer la vitesse globale de la réaction en fonction des vitesses des actes élémentaires. C'est-à-dire que cette vitesse-là globale de réaction, on va essayer de l'exprimer en fonction de V1, de V-1 et de V2. Donc on utilise
la relation qui est ici pour sommer ces différentes vitesses des actes élémentaires. Et enfin, on va exprimer la vitesse d'apparition de chaque intermédiaire réactionnel en fonction des vitesses des actes élémentaires. Alors, la vitesse de la réaction globale, il faut la définir par rapport à un réactif ou un produit. On peut choisir n'importe quel réactif ou produit. Normalement, on doit toujours obtenir le même résultat. Si l'énoncé nous dit d'exprimer la vitesse globale de réaction par rapport à une espèce donnée, un réactif ou un produit, on suit ce que l'énoncé nous dit. Ça sous-entend que si on ne choisit pas l'espèce demandée, on n'obtiendra pas le bon résultat. Là, l'énoncé ne nous précise rien, on choisit arbitrairement un des réactifs. Ici, j'ai choisi le dérivé halogéné RCl. Donc la vitesse, c'est par définition moins d de concentration de RCl sur dt. Donc moins, puisque RCl admet un coefficient stoichiométrique de moins 1. Je vais pouvoir dire que cette vitesse est égale à V1 moins V moins 1. Alors comment trouver ce résultat? Eh bien, simplement, j'utilise le même résultat que ce que j'ai défini ici. En fait, je peux retenir logiquement ce résultat, qui est de dire que puisque RCl dans la vitesse globale de réaction est consommée, je vais pouvoir dire que la vitesse de la réaction, c'est plus la vitesse 1, puisque dans l'acte élémentaire 1, RCl est lui aussi consommé, moins la vitesse moins 1, puisque dans l'acte élémentaire moins 1, RCl est produit au lieu d'être consommé. J'aurais pu faire pareil avec H-. À ce moment-là, j'obtiens V égale V2, puisque H- n'apparaît que dans l'acte élémentaire 2. Et avec ROH, j'obtiens aussi V égale V2. Avec Cl-, j'obtiens V égale V1 moins V moins 1. Alors, vous allez me dire, on n'a pas le même résultat à chaque fois, mais simplement, on va voir par la suite qu'en fait, V1 moins V moins 1 est égal à V2. C'est pour ça que je n'ai pas toujours la même expression. En réalité, c'est bien la même chose. Alors, pour l'intermédiaire réactionnel, donc le seul, ici, c'est R+, le carbocation. On exprime sa vitesse d'apparition, dérivée de la concentration de R+, par rapport au temps, en fonction des vitesses des actes élémentaires dans lesquels il intervient. Donc, on utilise la relation qu'on a donnée ici. On somme les vitesses des actes élémentaires où intervient l'espèce, multipliées, affectées du coefficient stoichiométrique algébrique de l'acte élémentaire où intervient l'espèce en question. Donc R+ apparaît dans l'acte élémentaire 1 avec un coefficient stoichiométrique algébrique de plus 1, donc je compte plus V1. Il apparaît dans l'acte élémentaire moins 1 avec un coefficient stoichiométrique algébrique de moins 1, puisque là, attention, il serait réactif dans le moins 1. Donc je compte moins V moins 1. Il apparaît enfin dans l'acte élémentaire 2 avec un coefficient stoichiométrique algébrique de moins 1 puisqu'il est toujours réactif. Donc je rajoute moins V2. Et ici, j'ai une première relation. Alors ces deux méthodes-là sont essentielles en cinétique microscopique. Il faut vraiment les maîtriser. N'hésitez pas à vous entraîner sur d'autres exemples pour pouvoir maîtriser cette méthode afin d'appliquer ensuite les approximations nécessaires pour retrouver la loi de vitesse. Alors, donc, on va avoir besoin de 3 méthodes pour pouvoir retrouver la loi de vitesse ensuite. Et ces méthodes, on les choisira suivant les informations que l'on a. Première méthode, c'est ce qu'on appelle l'approximation de l'étape cinétiquement déterminante, AECD. On peut dire aussi approximation de l'étape cinétiquement limitante. On dit simplement qu'un acte élémentaire est cinétiquement déterminant s'il impose sa vitesse à tous les actes élémentaires suivants et donc à la vitesse globale. Cet acte élémentaire est donc en fait plus lent que tous les autres. Il est plus difficile à faire, il a une plus grande énergie potentielle d'activation. Alors un petit exemple. Pour appliquer cette définition, par exemple, j'ai une réaction qui est A donne B et qui admet un mécanisme en 3 actes élémentaires. A donne intermédiaire réactionnel redonne A, intermédiaire réactionnel donne B. On a 3 étapes numérotées 1, 2, 3. On nous dit que 3 est une étape difficile, ce qui sous-entend en fait très lente, que 1 et 2 sont faciles, ce qui sous-entend rapide. Pour pouvoir appliquer la ECD, il faut donc avoir une notion de vitesse pour tous les actes élémentaires. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir que l'un est lent et que tous les autres sont rapides. Si on nous dit qu'il y a un acte élémentaire qui est lent mais qu'on ne sait rien pour les autres, on ne peut pas appliquer cette approximation. Ici, 3 étant plus lent que tous les autres, eh bien la vitesse globale de toute la réaction, que j'appelle V, sera égale à la vitesse V3. C'est finalement assez logique. Si, par exemple, on imagine une chaîne humaine de personnes qui se passent des objets, qu'il y en a un qui est très lent, globalement, la vitesse de la chaîne humaine, c'est la vitesse de celui qui est très lent. C'est un peu la même idée ici. Alors, comme on sait que V3, c'est égal à K3 fois la concentration d'intermédiaire réactionnel grâce à la loi de Van 't Hoff qu'on applique à l'acte élémentaire 3, on trouve une relation V égale K3 concentration de l'intermédiaire réactionnel. Alors, on n'a pas fini. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'il nous faut, c'est exprimer la vitesse en fonction uniquement des espèces réactifs ou produits. Et ça, c'est essentiel. Il ne doit pas rester d'intermédiaire réactionnel dans la loi de vitesse que l'on veut.
Il va donc falloir utiliser une deuxième approximation. On va voir les deux autres qui nous sont possibles d'utiliser. Donc deuxième approximation, l'approximation des pré-équilibres rapides. Si deux actes élémentaires 1 et moins 1 sont opposés et sont tous les deux rapides, alors ils atteignent un état d'équilibre où V1 égale V-1. Les deux vitesses sont égales. On peut alors introduire une constante qu'on reconnaît, qui est la constante thermodynamique d'équilibre, qui est le rapport des constantes cinétiques. On reprend le même acte élémentaire. Si on regarde bien, on a ici deux actes élémentaires opposés. Le premier, A, donne l'intermédiaire réactionnel, et le deuxième, intermédiaire réactionnel, donne A. On aurait pu donc les numéroter 1 et moins 1 et les regrouper avec une flèche, deux flèches, une dans chaque sens. Ils sont séparés, mais ça reste deux actes élémentaires opposés. On a toujours la même approximation. 3 est difficile, 1 et 2 sont faciles, c'est-à-dire tous les deux rapides. On sait donc, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure, que cette fois-ci, on a aussi V1 égale V2, d'après l'approximation des prééquilibres rapides que l'on vient de définir. Ce qui nous donne une relation. Alors V1, d'après la loi de Van 't Hoff, c'est K1 concentration de A, donc on applique à l'acte élémentaire 1. Et V2, c'est d'après la loi de Van 't Hoff qu'on applique à l'acte élémentaire 2, K2 concentration d'intermédiaire réactionnel. Bon, je rappelle que la loi de Van 't Hoff dit que tout acte élémentaire admet un ordre et que l'ordre partiel est égal au coefficient stoichiométrique. On peut introduire la constante d'équilibre K1 sur K2, qu'on relie grâce à cette égalité aux deux concentrations des espèces intermédiaire réactionnelle et A. En combinant les deux approximations, c'est-à-dire l'approximation de l'étape cinétiquement déterminante qu'on a fait ici, et l'approximation des prééquilibres rapides, on obtient V égale V3 égale K3 fois la concentration d'intermédiaire réactionnel. Donc ça, c'est ce qu'on a eu avec la ECD. Et on voit maintenant que la concentration d'intermédiaire réactionnel, on peut l'écrire sous la forme grand K fois concentration de A, ce qu'on a remplacé ici. On obtient donc finalement la loi de vitesse en fonction du réactif A. On a terminé et on voit que la vitesse admet un ordre 1 par rapport à A. Dernière possibilité d'approximation, c'est la EQS, l'approximation des états quasi-stationnaires. C'est une approximation qu'on va beaucoup utiliser, qui demande de s'entraîner un petit peu pour avoir la méthodologie. Donc pour un intermédiaire réactionnel qui est formé difficilement, ça veut dire lentement, et qui est consommé facilement, ça veut dire rapidement, en tout cas il est consommé plus vite qu'il n'est produit, la réactivité des intermédiaires réactionnaires est grande, il ne s'accumule pas dans le milieu, et donc la dérivée de sa concentration par rapport au temps est égale à 0. Il faut donc bien que l'intermédiaire réactionnel auquel on applique la EQS soit produit plus lentement qu'il n'est consommé. Dès qu'il est produit, il est consommé. D'accord? K2 doit être très rapide, très grande devant K1, la étape 2 très rapide devant 1. Si on n'a pas cet ordre de grandeur, si on ne peut pas vérifier cette loi, on ne peut pas appliquer la EQS. Alors l'intérêt de cette approximation, c'est quoi? C'est pas juste d'écrire dérivée de concentration par rapport au temps égal à 0. Non, ça ce n'est pas suffisant. L'intérêt de cette approximation, c'est en fait d'obtenir ensuite une série d'équations qui relaient les différentes vitesses des différents actes élémentaires pour en fait obtenir une succession d'équations avec toutes les inconnues. Donc, quand on applique la EQS à un intermédiaire réactionnel, on explicite bien tout ce qui est encadré ici, c'est-à-dire d de concentration de IR sur dt égale 0, égale, et ici on renote la somme des coefficients stoichiométriques algébriques fois les vitesses dans lesquelles l'intermédiaire réactionnel intervient. Donc avant d'appliquer une de ces trois approximations, il faut donc commencer par écrire la loi de vitesse pour identifier les concentrations qu'il faut faire disparaître, c'est-à-dire celles des intermédiaires réactionnels, et faire ensuite l'approximation qui correspond aux données qui nous sont fournies. Alors avant de faire l'application ci-dessous, je vous propose de lire la méthode qui est donnée sur la page 9, donc qui est donnée un petit peu plus bas. Cette méthode, on va pouvoir retrouver un petit peu toutes les informations qui vont nous permettre de choisir la méthode à utiliser. On écrit la vitesse, donc demandée en fonction des vitesses du mécanisme. Si cette vitesse s'exprime comme une combinaison linéaire de plusieurs vitesses, par exemple V1 plus V2 moins V3, on ne développe pas. On va d'abord chercher des liens entre les différentes vitesses, peut-être avec l'approximation des prééquilibres rapides, ou avec la ECD, ou avec la EQS. Et on essaie d'utiliser ces relations entre les vitesses pour simplifier au maximum la vitesse V. Si par exemple on a trouvé V égale V1 plus V2 moins V3, mais qu'on sait que V1 égale V2, alors on va écrire que V est égal à 2V1 moins V3. Ensuite, on va pouvoir maintenant seulement développer avec la loi de Van 't Hoff. Alors si on n'a qu'une seule vitesse, on passe directement à cette étape. C'est-à-dire qu'on va exprimer chaque vitesse d'acte élémentaire avec chaque constante cinétique de chaque acte élémentaire et chaque concentration des espèces des actes élémentaires. S'il n'y a pas d'intermédiaire réactionnel, on a fini. S'il y a des intermédiaires réactionnels, on essaye de les faire disparaître en utilisant encore une fois les approximations qui sont ici.